Vous êtes sur RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Adrien Jeanne de LCI. Bonjour. Adrien, en fin d'émission comme d'habitude, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et vos questions seront relayées par Marie-Pierre Haddad pour Questions Nettes. On se retrouvera donc en fin d'émission pour cette rubrique. Alors Marine Le Pen, pendant tout le confinement, vous avez critiqué à peu près tout ce que le gouvernement a entrepris. Voici venu le temps du déconfinement et surtout les conséquences économiques et sociales qui vont suivre cette pandémie inédite avec des dégâts attendus sur l'emploi notamment. L'exécutif prépare un plan de relance, l'Europe va lancer le sien. Alors quelles sont vos propositions, Marine Le Pen? Faut-il demander par exemple aux Français de travailler davantage comme le réclament certains libéraux? Et fiscalement, faut-il rétablir l'impôt sur la fortune pour récupérer une marge budgétaire? Nous en parlerons dans la seconde partie de cette émission. De votre vision du monde d'après également, si tant est qu'il y en ait une, selon vous. Et puis politiquement, quelle réponse le chef d'État doit-il apporter? Emmanuel Macron, à propos duquel vous aviez eu des mots durs en début d'année, estimant, je cite, qu'il n'était pas de France. Le rediriez-vous aujourd'hui alors que les Français sont certes critiques envers le pouvoir, mais aussi des Français qui ne sont pas plus cléments, d'après les sondages, envers l'opposition dont vous êtes, pour relever les défis à venir? De tout cela, nous parlerons bien sûr dans la seconde partie. Mais tout d'abord, nous revenons sur le bilan de cette première semaine de déconfinement. Première question posée par Adrien Jean. Il a fallu ces derniers jours faire quelques ajustements. Il y a des écoles qui étaient finalement pas tout à fait prêtes pour la réouverture. À Paris, il a fallu prendre un arrêté pour interdire la consommation d'alcool sur certains lieux pour éviter les rassemblements. Mais globalement, à l'échelle du pays, est-ce que vous considérez que le gouvernement a réussi cette première semaine de déconfinement et que cette semaine s'est bien passée? D'abord, permettez-moi de revenir sur votre résumé de cette crise sanitaire. J'ai émis un certain nombre de critiques à l'égard du gouvernement, mais je crois peut-être avoir été la première, mais sûrement pas la seule. Car en réalité, au fur et à mesure de l'avancée de cette crise sanitaire, beaucoup tout de même ont constaté qu'il y avait une impréparation totale et qu'on avait tenté de cacher cette impréparation par toute une série de mensonges qui ont eu incontestablement des conséquences, notamment sur la confiance qui existe et qui est nécessaire dans une crise sanitaire entre le peuple et ses dirigeants. Bon. Mais pourtant, les Français n'ont pas dit d'après les sondages que vous auriez mieux fait, Marine Le Pen. Oui, mais les Français, quand on est en situation de crise, ce type de questions, je crois, ne les intéresse pas. Ce qu'ils jugent, c'est l'action du gouvernement. Je crois qu'ils sont assez durs sur ce sujet. Je crois même que c'est le peuple en Europe qui est le plus dur à l'égard de ses dirigeants, qui juge le plus durement la manière dont cette crise sanitaire a été gérée. Et ce que j'ai dit également, c'est que si nous avons souffert 2 mois d'enfermement tout de même, c'est-à-dire 2 mois de confinement strict, total, c'est parce que l'on avait raté la phase... Mais vous auriez fait mieux? Attendez, rater la phase d'endiguement de l'épidémie. Ce qui est sûr, c'est que les propositions que j'ai faites, qui, somme toute, sont celles qui ont été réclamées par l'OMS très tôt, dès le mois de janvier, dès le mois de février, et qui ont été appliquées par un certain nombre de pays, ont vu ces pays s'en sortir bien mieux que ne s'en sort aujourd'hui le nôtre. Mais vous dites, Marine, vous dites que vous auriez mieux fait. Parce que votre attelage de 2017, si vous aviez gagné, c'était vous et Nicolas Dupont-Aignan, Premier ministre. Est-ce que vous pensez qu'ainsi, vous auriez mieux fait que le gouvernement actuel? Je pense que j'aurais appliqué encore une fois des mesures qui auraient très certainement mieux permis d'endiguer l'épidémie, à savoir tester, isoler et traiter. Nous n'avons pas testé les gens, on a renvoyé des gens malades chez eux, contaminé leur famille. Et par définition, on n'a pas isolé ceux qui, continuant à travailler, étaient porteurs du virus, mais comme on ne le savait pas, puisqu'on ne les testait pas, le virus a continué à circuler. Et quant au traitement, c'est le grand trou noir de la politique. Donc moi, ce que je note, c'est encore une fois, tous les pays qui ont appliqué ces recommandations de l'OMS s'en tirent largement mieux que nous. Et aujourd'hui, là, vous avez dressé le bilan des semaines passées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que le gouvernement gère correctement cette période de déconfinement? Moi, encore une fois,
Bon, c'est un peu au petit bonheur la chance quand même, je suis désolée de le dire, mais on a le sentiment que les règles sont mouvantes, changent de jour en jour, et du coup, ça rend la compréhension du... les règles qui changent? Je pense au masque, par exemple. On nous dit que ça sert à rien, et puis on nous dit que pour finir, c'est utile, et puis quelques heures plus tard, que c'est obligatoire dans les transports. Beaucoup de Français ne peuvent pas encore avoir des masques qui ont été promis par Emmanuel Macron. Vous vous souvenez des masques Macron, hein. Tous les Français auront un masque à leur disposition. La réalité, c'est que l'État n'a fourni aucun masque aux Français. Ce sont les régions qui en ont fourni quand elles le pouvaient. Les communes, et les communes pauvres ne le peuvent pas, elles n'en ont pas les moyens. Donc il y a une vraie différence entre les habitants des communes pauvres et les habitants des communes riches. Et donc c'est un peu... Vous auriez souhaité un masque gratuit pour tous, fourni par l'État? Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que c'est essentiel parce que le masque, c'est à peu près la seule chose qui est à notre disposition pour pouvoir éviter précisément la circulation du virus. Sur l'organisation générale du déconfinement, les départements verts et rouges, l'interdiction d'aller à plus de 100 km sans motif impérieux, est-ce que ce dispositif, vous le trouvez adapté? Est-ce que vous le soutenez? D'abord, permettez-moi de rappeler que j'étais en désaccord avec la réouverture des écoles. Donc je le dis, je vois que beaucoup de pays ont considéré que la réouverture des écoles devait être le dernier acte du déconfinement. Nous avons considéré que ça devait être le premier. Je pense que c'est une erreur et qu'il fallait réouvrir les écoles au mois de septembre. Je note d'ailleurs que des pays qui ont réouvert les écoles les ont refermées. C'est le cas par exemple du Japon, qui a été obligé de refermer les écoles. Donc sur ce sujet-là... Beaucoup de pays européens, Marine Le Pen, n'ont pas refermé leur école. Non, mais c'est souvent le dernier acte du déconfinement. En Autriche, par exemple, ils ont déconfiné et ils ont mis en œuvre la réouverture des écoles un mois après le début du déconfinement. Demain, il ne faut pas rouvrir les collèges. Parce que l'intérêt, c'est de voir comment se déroule le déconfinement. Et sur ce sujet, nous n'avons pas tellement de visibilité. Peut-être le gouvernement n'en a pas beaucoup. Nous, dans l'opposition, nous n'en avons aucun puisque nous n'avons pas d'éléments d'information. Moi, je ne sais pas, je l'ai demandé plusieurs fois, mais je n'ai pas réussi à l'obtenir. J'ai demandé à ce qu'on ait quotidiennement le stock effectif de masques à disposition. Nous ne l'avons pas. Le stock effectif de tests à disposition, nous ne l'avons pas. Et nous apprenons, grâce à vous, grâce à la presse, que nous avons commandé 1 million d'écouvillons qui ne sont pas les bons, que nous avons commandé des machines pour faire des tests que nous n'arrivons pas, semble-t-il, à faire fonctionner parce que le temps de formation nécessaire des laborantins manque. Enfin, donc, si vous voulez, on n'a pas beaucoup d'éléments pour juger, vous comprenez, de ce déconfinement. Marine Le Pen, sur les écoles, il y a des familles françaises, il y a des familles qui vous disent « Moi, je ne peux pas assurer l'éducation de mes enfants, c'est trop compliqué, d'une part, je ne sais pas faire, et d'autre part, je dois aller travailler. » Est-ce que dans ces cas-là, vous pouvez comprendre qu'il y ait cette exigence de réouverture au nom des inégalités scolaires possibles? Oui, mais nous savons très bien que les inégalités scolaires, ce sont en réalité l'excuse qui a été utilisée par le gouvernement. Il aurait dû dire les choses telles quelles, c'est-à-dire qu'il voulait absolument que les petits aillent à l'école, parce que les petits ne pouvant pas se garder tout seuls, il fallait que leurs parents puissent aller au travail. Elle est là la réelle raison de cette réouverture des classes. Quant au reste, bien sûr qu'il y a des familles qui ont sûrement plus de difficultés à faire travailler leurs enfants que d'autres, mais les professeurs, on peut compter dessus. On a pu compter sur les professeurs. Et en l'occurrence, je crois qu'on aurait pu leur confier cette mission de détecter les enfants qui étaient en décrochage, en leur demandant peut-être d'avoir un soin particulier à l'égard de ces enfants qui étaient en décrochage. Mais les enfants des soignants, Marine Le Pen, sont allés à l'école, par exemple, pendant cette crise. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû aller à l'école? Si, bien sûr, ils ont été à l'école dans des conditions très spécifiques, hein, des conditions de protection et de sécurité. Mais vous considérez que là, on met en danger les autres enfants qui ont repris l'école, ou les collégiens qui vont reprendre demain en 6e et 5e? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a en tout cas 50% des parents qui n'ont pas remis leurs enfants à l'école car ils ont des inquiétudes. Peut-être que si on avait laissé passer un mois entre le début du déconfinement et la réouverture des écoles, il y aurait eu peut-être beaucoup qui auraient été rassurés parce qu'on aurait pu faire un bilan en quelque sorte de la circulation. Mais une grande majorité de maires n'a pas la même vision que vous, puisque 85% des écoles ont rouvert, des écoles primaires, donc sous l'autorité des maires des communes, qui ont dû considérer que les conditions de sécurité étaient réunies. Mais beaucoup de maires obéissent aux instructions qui ont été données par l'État. Je ne peux pas leur en faire le reproche, mais beaucoup disent aussi que la plupart des consignes qui ont été exigées pour la réouverture des écoles sont absolument inapplicables, car elles étaient extrêmement compliquées. Et je rappelle également, pour l'information de ceux qui nous écoutent, que le Conseil scientifique était opposé à la réouverture des écoles et que le Conseil scientifique considérait que les écoles
devrait réouvrir par sécurité au mois de septembre. Est-ce que vous nous dites, Marine Le Pen, que le gouvernement est en train d'exposer le pays à une seconde vague ? Non, mais ça, je ne peux pas vous le dire. Ce que je voudrais savoir, moi, c'est, encore une fois, où en est-on des masques, où en est-on des tests. Je vais vous donner un exemple. D'après les informations que j'ai, personne n'en parle, parce que d'ailleurs, jamais personne ne parle de l'outre-mer. Ça n'intéresse personne, ça n'intéresse pas beaucoup les médias, encore moins les politiques qui nous gouvernent. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et semble-t-il, à la Guadeloupe, il n'y a pas de masques disponibles, ni de masques chirurgicaux, ni de masques en tissu. Eh bien, ça veut dire qu'une partie des Français ne sont donc pas en capacité d'avoir cette protection minimale, et j'allais même dire la seule protection qui est aujourd'hui à notre disposition, en l'absence bien sûr de vaccin. Adrien Gindre. Vous considérez qu'il faut rendre le masque obligatoire dans l'espace public, mais est-ce que ce ne serait pas, si on en venait à cette extrémité-là, une manière d'infantiliser les gens ? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que nous, on est assez grand pour savoir si on est en situation de mettre en danger l'autre, de se mettre en danger ? Écoutez, en matière d'infantilisation, je crois que, sérieusement, ça n'est pas à moi qu'il faut faire ce reproche. Les Français, depuis 3 mois, et d'ailleurs, moi, je tiens à les remercier, je vais vous dire. Les remercier de leur patience et les remercier de leur civisme. Parce que le confinement a été remarquablement respecté. À part, évidemment, ceux qui ne respectent strictement rien, qui ne respectent pas les lois et qui sont en permanence, qui se mettent en permanence hors des règles, des valeurs et des lois de la République dans un certain nombre de quartiers difficiles, les voyous, quoi. Hein. Mais même dans les quartiers, ça s'est plus. Non, mais je parle des voyous, je parle pas des quartiers. Ça s'est plutôt bien passé. Non, mais je parle pas des quartiers, je parle des voyous. Moi, je fais bien la différence. Bon, à part cela, les Français ont remarquablement respecté les consignes qui leur avaient été données, et pourtant c'était pour beaucoup extrêmement difficile. Je crois qu'il ne faut pas seulement les en féliciter, je pense qu'il faut les en remercier. Ils ont été infantilisés pendant des mois et des mois. Souvenez-vous que, par exemple, au début du confinement, on leur a dit que ça durerait 15 jours. Chacun savait que ça durerait 45 jours. Mais ça a des conséquences, cette infantilisation. Parce que le gouvernement aurait dit tout de suite, voilà, nous allons confiner pendant 45 jours, et si ça s'arrange, eh ben, nous réduirons ce délai. Eh bien, beaucoup de commerçants auraient pu s'organiser. Beaucoup de commerçants auraient pu revoir leur production pour pouvoir faire éventuellement de la livraison à domicile. Mais comme on leur a dit 15 jours, puis un mois, eh bien, ils n'ont pas pu le faire. Le gouvernement le faisait aussi en fonction de données épidémiologiques. Il disait, on ne sait pas, parce que les chercheurs et les médecins, les blouses blanches, ne savaient pas. C'est aussi ça le constat. Quelle proportion allait prendre la pandémie? Est-ce que ça allait être 15 jours, puis 15 jours? Quelle était la dimension que tout cela allait prendre? Bien sûr que nous le savions. Enfin, écoutez, alors il y a eu un mensonge à ce moment-là? Mais ils le disent d'ailleurs, enfin ils s'en cachent à peine. Ils disent qu'il fallait habituer les Français à l'idée d'être confinés, etc. Je veux dire, chacun savait que le confinement n'est efficace en réalité que lorsqu'il dure au moins 5 semaines. On a un gouvernement menteur pour Marine Le Pen. Mais ils ont menti, mais c'est un fait, Monsieur Gindre, ils ont menti, c'est un fait. Ils en assumeront les responsabilités. Enfin, je le souhaite parce que. C'est-à-dire parce que je pense que y a toute une série d'enquêtes qui auront lieu pour savoir et pour leur poser la question de savoir les raisons qui les ont poussés devant les tribunaux, à mentir devant les électeurs. Sur les tests. Oui. Devant les tribunaux, devant les électeurs. Moi, je préfère moi, je suis une politique, donc je considère que ce sont les électeurs qui doivent trancher. Maintenant, il est sûr que des gens qui ont perdu des parents dans des EHPAD, qui ont appris que les instances de l'État avait fixé des règles consistant à demander au SAMU de ne pas transférer des personnes âgées lorsqu'ils étaient atteints du Covid. Ça, pour vous, ce sont des cas qu'on vous a signalés. Vous nous dites qu'il y a eu un tri, Marine Le Pen. Mais monsieur, je viens de lire un article dans Marianne, extrêmement clair, avec des documents indiquant qu'il y a des structures hospitalières qui, clairement, ont fait le tri d'un certain nombre de patients et que le SAMU a refusé à un certain nombre d'EHPAD de venir chercher des personnes qui étaient en défaillance respiratoire. C'est un fait. Donc, ces familles-là, qui ont eu cette souffrance non seulement de voir ces consignes appliquées, mais de même pas pouvoir être présents pour les dernières heures de leurs parents, de leurs proches, je peux comprendre qu'ils se tournent vers la justice, bien sûr. Mais en ce qui me concerne, moi, vous les encouragez même à aller vers la justice? Mais j'ai pas à les encourager. Encore une fois, ce ne sont pas des enfants, justement. Et donc, ils sont
absolument libres de demander justice s'ils considèrent que les faits qui ont été commis sont des faits délictueux ou criminels. Toutes ces critiques, vous voulez les rassembler dans un livre noir ? C'est ça, en expliquant les fautes du gouvernement pendant le confinement. Il va paraître quand ? Mais dans ce livre noir, il y a non seulement la gestion de la crise sanitaire, mais il y a aussi tout ce que la crise sanitaire a révélé. Parce qu'en réalité, les délocalisations massives qui ont été le fait des gouvernants jusqu'à aujourd'hui, qui ont été assumées, qui ont été impulsées, quoi qu'on en dise, ou justifiées dans le meilleur des cas, eh bien, elles sont révélées aux yeux des Français. Notre perte de souveraineté, elle est révélée aux yeux des Français. Cette gestion en flux tendu, qui est un peu la spécialité de l'ultralibéralisme, elle a été révélée au bénéfice de cette crise. Donc, si vous voulez, je pense que ce livre noir, c'est de dire... Est-ce que voilà ce qui ne fonctionne pas, voilà ce qui n'a pas fonctionné, voilà les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Nous le sortirons très probablement dans le courant du mois de juin. Et la vraie question, c'est est-ce que nous sommes dans une démarche de résilience, c'est-à-dire est-ce que l'idée c'est de revenir comme avant, ou est-ce que nous profitons de l'opportunité de ce drame pour changer fondamentalement notre modèle économique et assurer notre indépendance, notre souveraineté sur les décisions de long terme, et notre protection. On peut revenir un instant sur le calendrier du déconfinement. Ouverture des bars-restaurants prévue pour le 2 juin. Vous n'avez fait part de vos réticences sur l'ouverture des écoles. Est-ce que vous avez les mêmes pour l'ouverture des bars et des restaurants ? Est-ce que c'est prudent de leur permettre de rouvrir leurs portes ? Je pense qu'il va bien falloir à un moment donné, si vous voulez, quand même que ces activités reprennent, d'autant que ces TPE-PME sont les plus frappées par la crise. Mais ce sont aussi elles qui sont les plus grands pourvoyeurs d'emplois. Donc des dizaines de milliers de faillites dans les TPE-PME auraient des conséquences qui seraient des conséquences catastrophiques. Mais surtout, moi, j'ai confiance en eux. Mais pour peu que l'État les accompagne dans ce déconfinement. Je vous donne un exemple. L'État devrait être extrêmement souple et accorder, par exemple, l'ouverture de terrasses sur le domaine public pour permettre aux cafés et aux restaurants de pouvoir mettre des tables qui soient à distance raisonnable les uns des autres. Donc, dans chaque domaine, il faut travailler avec les professionnels pour voir comment est-ce qu'ils sont susceptibles, et beaucoup sont pleins de bonne volonté et d'intelligence, de respecter les normes tout en reprenant une activité économique. Je pense au Puy du Fou. Une structure comme le Puy du Fou, qui est une structure emblématique en France, et par ailleurs éminemment appréciée des Français, le parc en Vendée. Ils n'ont aucune visibilité. L'État ne leur dit rien. Or, il leur faut 3 semaines pour se mettre en situation de pouvoir ouvrir. Ils ont déposé un rapport de 50 pages pour respecter les consignes. On leur a dit le 2 juin, Marine Le Pen. Non, pas du tout. C'est ce que, en tous les cas, le patron du Puy du Fou est prêt à nous dire sur RTL. Cette semaine. Or, les zoos ouvrent et les grandes structures n'ouvrent pas. Donc Nicolas, voilà, je pense qu'il faut encore une fois travailler avec les professionnels pour permettre que cette reprise économique se déroule dans des bonnes conditions. Adrien Gindre. Vous disiez à l'instant, on peut imaginer par exemple installer les terrasses sur l'espace public. Il y a beaucoup de réflexions sur la manière d'occuper l'espace public. À Paris, on voit qu'Anne Hidalgo, entre autres, dit qu'il faut des dizaines de kilomètres de pistes cyclables en plus. Elle a fermé certaines rues d'ailleurs à la circulation des voitures pour le vélo. Est-ce que c'est une vision de l'espace public que vous partagez ? Est-ce que demain, il faut faire de la place au vélo en ville? Mais quel est le rapport avec la crise sanitaire? Ça n'a rien à voir. Moi, le sentiment que j'ai, je vous le dis... Éviter que les gens prennent les transports en commun. Non mais, d'accord, mais enfin, la voiture, c'est pas un transport en commun. Bon. Donc vous dites moi, j'ai un peu le sentiment que cette crise sanitaire, elle sert à faire passer ou à voir revenir d'autres idéologies. Voilà. On se sert de la crise sanitaire pour faire avancer ces pions. Lesquels d'idéologie? Notamment quand l'Institut Montaigne ou Monsieur Woerth reviennent avec leur obsession du travailler plus pour gagner moins, de l'ouverture on va en parler, du travail du dimanche, etc. Ouais, je veux dire, cette crise sanitaire, elle est quand même une bonne excuse sur le vélo, pour certains. Contre la mondialisation. Vous aussi, vous en profitez, entre guillemets, pour avancer vos idées, c'est normal. Pardon, mais je pense que chacun a compris pour le coup, quel avait été l'effet de la mondialisation sauvage sur notre situation actuelle. Eux, ils sont dans une situation où tout ce qu'ils ont défendu nous ont menés à la situation actuelle, et ils viennent nous dire non mais ça n'a pas marché, mais c'est parce qu'il n'y en avait pas assez.
C'est la vieille, vous savez, c'est la vieille théorie à l'époque des communistes qui disaient non mais le communisme n'a pas marché parce qu'il n'y en avait pas assez. C'est ce qu'utilise comme argument l'Union européenne qui à chaque fois dit l'Union européenne ça fonctionne pas, mais c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Bon bah on va voir fleurir dans les mois qui viennent beaucoup de gens qui vont nous dire tout ce qu'on a défendu n'a pas fonctionné, mais c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Moi je viens leur dire. On peut vous dire objecter que le président de la République a dit lui dans sa dernière intervention qu'il avait l'intention de changer. Est-ce que vous, par exemple, cette crise... De se réinventer. Est-ce que cette crise vous a remis en cause quelques idées que vous aviez avant la crise? Mais pourquoi? Puisqu'elle a validé l'intégralité, elle a validé tout ce que nous avions prévu. Moi, j'entends aujourd'hui, Monsieur Sportouche, des responsables politiques qui ont organisé les délocalisations, qui ont affaibli notre nation, qui ont accepté qu'on ne puisse pas avoir une politique stratégique pour aider nos entreprises, pour soutenir nos filières, qui sont des filières essentielles à notre indépendance. J'entends tous ces gens-là venir me vanter l'inverse de ce qu'ils ont fait. Oui, eux changent leur logiciel. Est-ce que c'est par conviction? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que ça durera dans le temps? J'en suis encore moins sûr. Mais moi, je n'ai pas à changer mon logiciel. Moi, j'ai envie de vous dire, la crise a validé absolument totalement tout ce que nous disons aux Français depuis des décennies. Comment vous expliquez que ça ne se voit pas dans les sondages, Marine Le Pen, par exemple? Pour vous, cet accessoire, vous pourriez justement, à ce moment-là, avoir eu un effet sur l'opinion après ce que vous avez dit. Je crois sincèrement que pour l'instant, les Français ne sont pas dans la distribution des bons et des mauvais points. Pour l'instant, les Français, ils ont peur de perdre leur emploi. Ils ont, pour beaucoup, perdu une part de leur salaire. Ils sont terriblement inquiets pour leur santé, parce que beaucoup de Français restent très inquiets, évidemment, de cette crise sanitaire. Ils sont un peu confrontés aux incohérences du gouvernement. On parlait tout à l'heure, vous parliez des 100 km. Bon, on interdit aux gens d'aller à plus de 100 km de chez eux. Mais on autorise tous les Européens à venir en France, où ils veulent. Pas tous les Européens à venir en France. Ah bon, qui alors? Qui est interdit de venir? Il y a des contrôles aux frontières, Marine Le Pen. Non, il n'y a pas de contrôle aux frontières. Ils l'ont dit, il n'y a pas de mesure de quarantaine. Pour les Européens, il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu pendant toute la crise sanitaire, à la différence de tous les autres pays. Donc il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Et donc les Français se disent, mais pourquoi moi je n'ai pas le droit d'aller à plus de 100 km de chez moi, alors que les Européens peuvent librement venir dans notre pays. Tout ça est incohérent. Et quand c'est incohérent, il y a une réticence évidemment à l'obéissance, parce qu'on ne comprend pas les raisons qui poussent le gouvernement à prendre ce type de décision. Sauf que les contrôles aux frontières, pardon, j'insiste, sont quand même prévus au minimum jusqu'au 15 juin. Mais il n'y a pas de contrôle aux frontières. Il n'y en a pas. Vous pouvez venir aujourd'hui des Pays-Bas en avion et il ne se passe rien. On ne vous demande pas si vous avez fait un test, si vous êtes un test prouvant que vous êtes négatif. Mais vous souhaiteriez qu'on ferme ces frontières il n'y a pas de quarantaine. D'ailleurs, monsieur, c'est si vrai que le gouvernement a décidé de mettre en quarantaine les gens qui viendraient d'Espagne. Par réciprocité, parce que c'est ce que fait l'Espagne. Mais pourquoi? Pas pour préserver la santé des Français, uniquement pour se venger du fait que les Espagnols ont décidé de mettre en quarantaine les Français qui allaient en Espagne. Vous voyez? Donc c'est une histoire de cours d'école, de bagarre de cours d'école. Ça n'est pas une vision sanitaire. C'est une mesure que vous souhaitez généraliser, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes favorable à ce que tous les Européens qui veulent entrer en France soient en quarantaine pendant 14 jours, comme en Espagne ou pour ce que proposait Boris Johnson? Pendant un certain nombre de semaines, j'y suis favorable, sauf à ce qu'il démontre, par un test peut-être, fait dans les quelques jours qui précèdent, qu'ils ne sont pas porteurs du virus. Oui, je crois que c'est, pendant quelques semaines, absolument nécessaire pour une raison simple. C'est que l'Europe est le foyer épidémiologique du monde. C'est le pire foyer d'infection du monde. Donc vous demandez à l'Europe de mettre en place un passeport sanitaire. Au-delà de l'idéologie de la libre circulation, la sécurité sanitaire des Français le nécessite. D'ailleurs, encore une fois, beaucoup de pays l'ont mis en place sans demander l'avis de l'Union européenne, et nous sommes les seuls à vouloir à tout prix être le meilleur élève de l'idéologie du sans-frontiérisme. Mais donc les Italiens ont tort quand ils disent qu'à partir du 3 juin, ils rouvrent leurs frontières, que la circulation sera libre. Mais les Italiens ont bloqué leurs frontières jusqu'à présent, ce que nous n'avons pas fait pendant tout le temps, encore une fois, du confinement. Ça fait 3 mois que toutes nos frontières sont absolument ouvertes. Ouais. Donc que les Italiens aujourd'hui... Vous dites que les frontières sont ouvertes, mais elles sont ouvertes aux travailleurs étrangers et à des exceptions, les parents séparés, les urgences. Mais vous nous dites qu'elles sont ouvertes à tous les vents, il n'y a aucun contrôle, tout le monde peut passer. Bien sûr. Par terre, par air, par mer. Bien sûr, je vous le dis, oui.
Oui, je vous le dis. En tous les La cas, dernière fois, j'étais venu sur votre, sur votre plateau. Nous étions en plein démarrage, en flèche de la crise, et je vous avais même donné les horaires d'avion qui arrivaient de Chine. Eh bien, la situation a continué invariablement. Le trafic aérien a quasiment été mis à l'arrêt, donc il y avait moins d'avions. Oui, mais en réalité, est-ce que c'est de notre fait ou est-ce que c'est du fait des pays qui eux-mêmes avaient fermé leurs frontières? Aujourd'hui, nous sommes protégés par les décisions de nos voisins. L'Allemagne a fermé sa frontière, l'Italie a fermé sa frontière, l'Espagne a fermé sa frontière. En quelque sorte, ça nous a protégés. Mais ça n'est pas une décision du gouvernement français. Avec l'Allemagne, c'est un accord franco-européen qui a été trouvé. Dites, Marine Le Pen, sur Sanofi, puisque vous parlez d'Europe, puisqu'on parle d'Europe, est-ce que vous pensez que ce vaccin qui doit être mis au point par Sanofi, peut-être seront-ils les premiers, Emmanuel Macron va recevoir le directeur général de Sanofi mardi pour tenter de mettre un terme à cette polémique qui est apparue en cette semaine sur le fait que ce vaccin Sanofi serait d'abord disponible pour les États-Unis. Est-ce que c'est une bonne démarche du président de la République? Est-ce que la polémique est close? La polémique est close, non, puisque par définition, nous ne serons pas prioritaires pour les vaccins, semble-t-il. Ce sont les États-Unis. C'est pas ce qu'a dit le directeur général, il a rectifié ce qu'il avait dit. En disant, ce vaccin sera accessible à tout le monde. Et par définition, vous avez confiance dans les déclarations? Vous, non. Peut-être. Disons que non, j'ai pas obligatoirement confiance dans les déclarations du directeur général de Sanofi, parce que je sais très bien comment fonctionnent les États-Unis, qui mettent en œuvre du patriotisme économique et qui ont très certainement, évidemment, passé une clause de livraison prioritaire pour leur pays avec Sanofi. D'ailleurs, avec des financements prioritaires. On peut pas leur en vouloir à Sanofi. Si l'État américain leur passe des précommandes de vaccins, c'est normal qu'ils soient servis avant, non? Eh bien, expliquez-moi pourquoi les pays européens n'ont pas passé de précommandes de vaccins. Il faudrait plus d'Europe, du coup, pour passer des commandes. Non, il faut pas plus d'Europe, il faut plus de coopération entre les nations européennes, mais surtout au niveau de la France, ce qu'on a vu, si vous voulez, dans le fonctionnement de la santé aujourd'hui, c'est en réalité une absence totale de visibilité. On ne sait rien sur rien. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Il n'y a pas de pilotage régalien de l'industrie de santé dans notre pays. On ne sait pas quelles sont nos faiblesses, on ne sait pas quelles sont nos forces, on ne sait pas sur qui on peut compter. Et on l'a vu tout au long de cette crise. Donc c'est peut-être là qu'il faut avoir une réflexion pour l'avenir. C'est-à-dire que comme il existe une loi de programmation militaire, il faut qu'on puisse avoir une loi de pilotage régalien, une loi de programmation régalienne de la santé pour piloter la recherche et le développement, pour planifier les commandes stratégiques. Est-ce que ça veut dire que ça doit devenir un secteur d'État? Est-ce que pour vous, la production de médicaments, de tests, de masques doit être prise en charge par l'État, devenir un service public? Mais non, mais en tout cas, il faut une vision stratégique. Mais est-ce que c'est un secteur, ça doit être c'est évidemment un secteur stratégique. Donc quand on a un secteur stratégique, on a un ministère qui et ça passe par effectivement des commandes pluriannuelles. Ça passe par des accords tarifaires sur un certain nombre d'années qui sécurisent en réalité cette industrie, qui est une industrie dont on voit bien que c'est une industrie essentielle à notre indépendance. Planification, mais pas de nationalisation. Une industrie privée avec des commandes publiques sécurisées. Bien sûr, mais c'est ainsi que nous avons fait pour créer justement des grands secteurs stratégiques puissants et qui, en même temps, participaient de la puissance de l'État français et pas participaient de la puissance d'un État étranger. Est-ce qu'il faut nationaliser Sanofi? On ne peut pas nationaliser Sanofi. Là, pour le coup, excusez-moi de vous dire que ça nous coûterait une somme que nous n'avons pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faudra envisager de manière plus globale un grand emprunt, peut-être, de reconstruction nationale qui puisse permettre, avec un fonds, de flécher une épargne qui est importante vers des secteurs stratégiques, vers des entreprises nationales. Mais pour ça, il faut avoir une vision nationale. Est-ce que le gouvernement actuel a une vision nationale? Il a en tout cas démontré l'inverse. On en reparlera dans la seconde partie de cette émission sur le plan hôpital, notamment promis par le gouvernement. À tout de suite après quelques minutes de pause. La paire. Bon, je voulais te dire, après 2 mois en tête-à-tête, tu vis dans le passé. Ta vasque est démodée, tes robinets ont plus de 10 ans, mais moi, il me reste encore de belles années devant moi. Et jusqu'au 8 juin, chez La Paire, il y a jusqu'à 25% de réduction sur tous les projets de salle de bain. On pourrait prendre un nouveau départ. Oh, et une baignoire. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault? Des véhicules disponibles immédiatement, sans apport et qu'on ne paye qu'à la rentrée?
Ah ouais, les ventes Flash Renault, ça ressemble à un rêve. Mais ce n'en est pas un, parce que dans un rêve, on ne vous dirait pas... Offre valable jusqu'au 30 mai dans la limite des stocks disponibles sur toute la gamme Renault. Exemple pour 10 000 € empruntés sur 48 mois, 3 mensualités à 0 €, puis 45 à 239,20 €. TAEG fixe 3,49%, total du 10 764 €, coût total 764 €, taux débiteur fixe 3,44%, frais 200 €. Si accordiable, conditions sur Renault.fr. Inédit, la France a un incroyable talent fait l'événement sur M6. Pour une soirée extraordinaire, revivez les 25 plus grandes performances de l'émission. Ça, c'est très long. Connectés depuis chez eux, Hélène Ségara, Marianne James, Éric Antoine et David Ginola partageront avec vous leurs plus grands souvenirs. Je crois que c'est un des meilleurs numéros que j'ai vus depuis le début de cette émission. Inédit, la France a un incroyable talent, les 25 moments inoubliables, c'est demain à 21h05 sur M6. RTL, il est 12h30. Les infos, Vincent Serrano. Marine Le Pen dénonce l'impréparation du gouvernement face à la crise. La présidente du Rassemblement national dénonce entre autres des règles mouvantes concernant le port du masque. Inutile au départ et finalement obligatoire dans les transports en commun notamment. La députée du Pas-de-Calais pour qui les masques doivent être gratuits. Charles de Gaulle incarne l'esprit français. Déclaration il y a quelques minutes d'Emmanuel Macron. En déplacement dans l'Aisne, le chef de l'État commémore les 80 ans de la bataille de Montcornet où s'est illustré le général de Gaulle. C'est la première étape d'une série de célébrations cette année en hommage à l'homme du 18 juin. La démocratie ne peut pas être confinée plus longtemps, c'est le titre d'une tribune signée par 36 maires dans le journal du dimanche. Anne Hidalgo, Stéphane Le Foll ou encore Christian Estrosi demandent la tenue d'un second tour des élections municipales en juin. 34 cas de coronavirus confirmés dans un abattoir du Loiret à Fleury-les-Aubrais près d'Orléans, dans une entreprise qui compte près de 350 salariés. Un dépistage massif va être effectué dans les prochains jours. C'est le 25e foyer épidémique identifié depuis le déconfinement. Olivier Véran détaille son plan pour l'hôpital. Il promet un cadre beaucoup plus souple au temps de travail en réponse à la demande de reconnaissance des personnels soignants. Il promet des premières réunions à partir du 25 mai. Enfin au livre de poche, le livre événement de Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains. Pourquoi le célèbre écrivain Nathan Fowles a-t-il subitement arrêté d'écrire ? 20 ans après, une jeune journaliste fait irruption chez lui, bien décidée à percer son secret. Commence alors un dangereux face-à-face. La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso au livre de poche. Levée 5 heures, masque, client, commande matériaux, chantier, pose, nouveau masque, matériaux pas dispo, appel client, maison. Plus que jamais, vous prenez soin de votre business. Chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, on prend soin de vous. En ce moment, plus de 1500 véhicules sont disponibles immédiatement. Trouvez le vôtre sur lemien.fr et payez votre premier loyer dans 3 mois. Offre à professionnels hors taxi Loire et flotte après acceptation par Volkswagen Bank. Location longue durée 36 mois et 45 000 km avec annulation des 3 premiers loyers hors prestations facultatives suivant la livraison. Sur les véhicules utilitaires disponibles en stock identifié, commandés avant le 30 juin et immatriculés avant le 31 juillet. Conditions sur volkswagen-utilitaire.fr. Société Générale, mobilisée pour vous. Artisans, commerçants, professions libérales, TPE, Société Générale vous aide à surmonter cette crise avec des mesures exceptionnelles. Suspension automatique des échéances de crédit jusqu'à 6 mois. Solution de financement à court terme. Mise à disposition du prêt garanti par l'État. Pour vous aider à choisir la solution la plus adaptée, votre conseiller pro est mobilisé. À distance ou en agence, il répondra à vos demandes de prêt sous 5 jours. Nous sommes à vos côtés pour vous permettre de continuer à avancer. C'est vous l'avenir. Société Générale. Grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Gim au TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie. Emmanuel Macron a été à la mi-journée dans l'Aisne. Il a rendu hommage au colonel de Gaulle, la bataille de France, avant qu'il ne devienne général. Il a eu ces mots. De Gaulle nous dit que la France est forte quand elle se tient unie. C'est le début des commémorations de cette année de Gaulle. Est-ce que vous saluez la place que donne Emmanuel Macron au général colonel de Gaulle dans cette commémoration et dans cette année qui s'ouvre? Oui, souvent, Emmanuel Macron aime bien se déguiser. Donc souvent, il effectue des commémorations de grands personnages historiques pour tenter de faire croire qu'il en partagerait
des qualités. Un peu comme vous avec Jeanne d'Arc. Mais je pense qu'en l'occurrence, il l'a fait avec Jeanne d'Arc d'ailleurs, il l'a fait avec Clémenceau, mais il aurait pu d'ailleurs dans le cadre de l'épidémie rappeler cette phrase de Clémenceau en juillet 14, nous ne sommes ni protégés ni gouvernés. Bon, c'est un peu le sentiment que nous avons eu. Mais en l'occurrence, Emmanuel Macron, sur le plan politique, c'est l'anti-De Gaulle absolu. Enfin, l'anti-De Gaulle absolu. En quoi En tout. Enfin, je dirais rien que l'actualité nous le démontre, si vous voulez. Général de Gaulle qui a mis beaucoup d'énergie et avec succès d'ailleurs pour faire de notre nation une nation souveraine, une nation indépendante et une nation puissante sur le plan diplomatique, sur le plan industriel, sur le plan militaire. Quand vous voyez ce qu'Emmanuel Macron a fait avec Alstom, ruinant en réalité tout ce travail d'indépendance et de souveraineté sur le plan nucléaire. Alors que vous seriez davantage dans la lignée du général de Gaulle, Marine Le Pen. C'est vraiment l'anti-De Gaulle. Vous seriez davantage dans cette lignée-là. Je vais vous répondre. Quand on voit le projet de réforme des retraites qui est suspendu, est-ce qu'il est abandonné? Je le souhaite, mais je n'en suis pas convaincu, mais qui est suspendu. La réforme des retraites, c'était vraiment brader ce qui restait du Conseil national de la résistance. Donc on voit bien que toute l'action d'Emmanuel Macron, mondialiste, pour la suppression des frontières, pour le transfert ininterrompu de souveraineté à des structures supranationales, va exactement à l'inverse de ce qui était la ligne politique qui est celle du général de Gaulle. Vous êtes davantage dans la lignée du général de Gaulle? Oui, j'ai fait un article d'ailleurs dans la revue de politique parlementaire qui va sortir, dans lequel, oui, je pense que nous avons la vision probablement la plus gaullienne, mais d'ailleurs, je demande aux analystes de regarder de près qu'est-ce qui, dans le programme du Rassemblement national, serait en contradiction avec la vision qui était celle que portait de Gaulle. Mais je sais que dans la classe politique, il y a beaucoup de gaullistes croyants et non pratiquants, y compris à droite. Donc vous les appelez à vous rejoindre, vous, si je comprends bien. Est-ce que vous rediriez, Marine Le Pen, ce que vous avez dit il y a quelques mois, je le disais en introduction de cette émission, que Emmanuel Macron n'est pas de France? Oui, j'avais dit qu'il n'est pas de France. Il est d'une forme d'élite qui s'est, qui a rompu avec les attachements qui sont les attachements de Français, la souveraineté, la liberté du peuple à décider pour lui-même, la volonté de ne pas dépendre d'autres nations, la volonté que la France soit puissante. On voit bien d'ailleurs qu'à chaque prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est plutôt l'Union européenne qui concentre l'ensemble de son énergie. Il a parlé de souveraineté nationale justement pendant cette crise. Il faut quand même le dire avec assez peu de succès quand même, puisque si on en croit l'échec terrifiant de l'étude Discovery, là, qui devait réunir des patients de tous les pays en Europe, il y a eu un luxembourgeois en tout et pour tout, je crois 600 Français et un luxembourgeois. Bon, à chaque fois, il souhaite renforcer l'Union européenne. Moi, ce que je souhaite, mais chacun sa vision, c'est renforcer la France. Alors justement, c'est ça mon programme. Vous nous avez dit il y a quelques minutes que vous souhaitiez une sorte de plan stratégique pour la santé. Est-ce que le gouvernement ne vous donne pas satisfaction avec l'annonce de ce Ségur de l'hôpital, c'est-à-dire une sorte d'un grand mouvement pour réfléchir aux investissements à faire dans les hôpitaux dans les années à venir, sur les effectifs, sur les rémunérations? On prend le problème à bras-le-corps là? Oui, mais moi, on ne me paye pas de mots. Peut-être parce que je fais de la politique depuis trop longtemps. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. Je n'ai pas à y croire par principe. J'attends de voir ce que le gouvernement veut faire, puisque depuis qu'il est au pouvoir, depuis 3 ans, il a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il a aggravé sur la gestion des hôpitaux. Les maux de l'hôpital. La désorganisation générale, qui est aussi la conséquence, il faut bien le dire, des choix effectués par Juppé dans le milieu des années 90, la violence que subissent les soignants, les violences physiques contre lesquelles rien n'a absolument été fait, l'idée qu'il fallait soigner toute la misère du monde, vous savez ce que j'en pense, quand on fait entrer 400 000 immigrés chaque année dans notre pays, j'aimerais qu'on me dise combien d'hôpitaux on a construit pour soigner tous ces gens-là. Donc si on ne construit pas d'hôpitaux pour les soigner, c'est donc bien qu'à un moment donné, il va y avoir une conséquence sur l'offre de soins qui est offerte à nos compatriotes. Et puis, encore une fois, les salaires qui sont livrés
aux soignants. On voit notamment la situation des infirmières auxquelles on s'attache bien sûr parce que elles sont particulièrement, il faut bien le dire, mal payées. On regarde un peu nos voisins. C'est l'objectif. C'est l'objectif d'Olivier Véran, de rejoindre la moyenne européenne de 44 000 euros par an. L'Allemagne, les infirmières sont payées 13% de plus que le salaire moyen allemand. Nous, c'est 5% de moins. Donc moi, si cette crise pousse le gouvernement à regarder tout cela, je m'en réjouis. Mais pour l'instant, j'ai entendu parler de quelques primes distribuées de manière assez injuste d'ailleurs. Il y a des gens qui n'y auront pas droit, d'autres qui y auront droit. Pour vous, ça devrait être pour tous les EHPAD, par exemple. La distribution de médailles en chocolat. Ouais. Mais est-ce que ça devrait être pour tous les EHPAD? Parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est pour les zones qui ont été concernées. Est-ce que vous dites que cette prime devrait concerner tout le monde, tous les EHPAD? Ça me paraît absolument évident, connaissant en plus la situation d'abandon total dans lequel on a laissé les EHPAD. Des soignants qu'on aurait dû tester en premier, d'abord pour les protéger eux-mêmes et puis pour protéger leurs patients et en l'occurrence les personnes âgées. Là actuellement dans les tests qui sont faits dans les EHPAD, il y a au moins 15% des soignants qui sont testés positifs. Vous vous rendez compte, c'est catastrophique. Vous dites, Madame Le Pen, médaille en chocolat, ça ne compte pas la dimension symbolique. La médaille, vous faites allusion à la médaille de l'engagement qui doit être décernée à certains soignants. Il y a un hommage qui est prévu le 14 juillet. Certains seront intégrés à la promotion du premier jury de l'ordre du mérite. Je préférerais, comme je l'ai proposé, qu'on accorde aux soignants, c'est-à-dire aux combattants de la première ligne, 2 trimestres de retraite et 1 trimestre de retraite pour ceux qui étaient en deuxième ligne, c'est-à-dire les éboueurs, les vendeuses des magasins, les routiers, qui nous ont permis tout de même de nous nourrir pendant cet arrêt total de notre pays. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus important, ça a plus de valeur pour eux que, encore une fois, des médailles. Même s'il y a la médaille en plus, mon Dieu, alors, tant mieux. La médaille en plus, il y a la question en plus aussi. Le grand jury, la question en plus. Bonjour, Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise. Je voudrais vous interroger sur l'accès à l'IVG. Pendant la crise sanitaire, beaucoup de femmes se sont retrouvées coincées à ne pas pouvoir recourir à l'IVG dont elles avaient besoin. Aujourd'hui, elles demandent, avec plus de 100 médecins, 60 parlementaires, de nombreuses associations, au gouvernement qu'il aménage la loi de 75 et en particulier par un amendement. Nous proposons d'un allongement de 2 semaines des délais légaux d'IVG et puis aussi des aménagements de l'accès à l'interruption médicale de grossesse. Êtes-vous prête, en tant que députée, à voter ces nouvelles dispositions? Marine Le Pen, un amendement de 12 à 14 semaines. Merci Madame Rossignol, parce que alors vous êtes l'exemple type de ce que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui se servent de la crise sanitaire pour faire avancer leur agenda politique, leur marotte. Ça fait très longtemps que les socialistes cherchent à obtenir cette mesure. La réalité de l'accès à l'IVG pendant le confinement, c'est que les femmes qui voulaient avorter ont pu le faire. Voilà, ça c'est la réalité des chiffres. Mais là, le confinement, visiblement, a provoqué une augmentation au planning familial d'appel pour des avortements hors délai. Non, mais je veux dire encore une fois, toutes les femmes qui ont voulu procéder à un IVG pendant le confinement ont pu le faire, c'est les médecins qui le disent. Donc je crois qu'on organise encore une fois cela pour pouvoir obtenir ce qu'ils réclament depuis longtemps. Donc évidemment, je m'y opposerai. Adrien Gindre. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, il y a du mécontentement dans le pays. On a vu hier certaines tentatives de reprise du mouvement des Gilets jaunes avec des rassemblements organisés ici et là, même si on le rappelle, normalement les rassemblements au-delà de 10 personnes sont toujours interdits. Est-ce que vous voyez venir une nouvelle explosion du pays? Est-ce que vous appelez les Français d'ailleurs à exprimer ce mécontentement, y compris en descendant dans la rue dans les prochaines semaines? Non mais... Est-ce que vous voyez dans quelle situation sont les Français depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron? Faut quand même être honnête, c'est quand même difficile. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu la crise des retraites, il y a cette crise sanitaire où, encore une fois, les résultats de la France par rapport à ses voisins sont des résultats mauvais. Et derrière ces résultats mauvais, il y a probablement près de 30 000 morts. 30 000 morts, c'est-à-dire 30 000 familles qui sont dans la tristesse, dans le malheur. Je dis 30 000 morts parce que je cherche à obtenir depuis des mois, enfin des semaines, en tout cas, le taux de surmortalité à domicile. Et nous n'arrivons pas à obtenir le taux de surmortalité. Aussi, le gouvernement nous le cache. Est-ce que depuis le début de cette émission, je ne sais pas, posez-lui la question. Moi, je vous dis pourquoi n'a-t-on pas que le gouvernement nous cache des choses. Nous sommes une grande nation. Pourquoi n'a-t-on pas le taux de surmortalité à domicile
étant entendu qu'il y a énormément, et ce sont les pompes funèbres qui nous le disent, d'attestations qui évoquent des défaillances. Des décès sur papier, en l'occurrence. Des défaillances. C'est ce que vous dit le gouvernement, c'est que ce sont des attestations de décès sur papier et non électroniques, et que du coup ça l'information empêche monte plus lentement. Et que beaucoup de gens sont morts chez eux sans qu'on sache s'ils avaient eu ou non le Covid. C'est quand même extrêmement long, et on ne peut pas tester les... Il n'y avait pas assez de tests apparemment. Ah, il n'y avait pas assez de tests, d'accord. Mais enfin, quand on meurt d'une insuffisance respiratoire en pleine crise du Covid, on peut quand même imaginer que la suspicion de Covid est très forte. Alors sur cette grogne sociale, justement, la contestation. Un sujet parmi tant d'autres qu'on retrouvera dans le bilan, encore une fois, de cette crise, parce que l'intérêt aussi de faire un bilan, c'est d'éviter que ça se reproduise. Car personne ne sait, après tout, si nous ne serons pas confrontés l'année prochaine ou l'année suivante. Mais revenons au mouvement. Est-ce que vous voyez venir un mouvement social? Est-ce que vous le souhaitez? Oui, donc sachant que vous êtes très critique vis-à-vis du gouvernement, mais il y a quand même eu un système massif de chômage partiel qui a permis aux gens de rester dans leur entreprise malgré les difficultés. Oui. Donc la France s'en sort plutôt mieux. Il y a beaucoup moins d'augmentation de chômage, par exemple en France, qu'aux États-Unis, par exemple. Oui, alors, mais je pense que sérieusement, venir dire aux Français que la situation économique et la situation sociale ne va pas être difficile, c'est une erreur. Elle va être très difficile et nous le savons. Et par conséquent, il faut d'ailleurs envisager de proroger un certain nombre de dispositifs qui justement vont éviter les faillites et donc éviter le chômage. Par exemple, un certain nombre de structures d'analyse aujourd'hui nous disent qu'on pourrait se retrouver avec 1 million de chômeurs supplémentaires à la fin de l'année, ce qui serait évidemment catastrophique. Donc il faut absolument tout mettre en œuvre et c'est ça que je viens dire moi aux Français. Je viens leur dire, moi ce que je vous demande c'est d'appuyer un changement de modèle économique. Profitons encore une fois de cette opportunité que nous offre cette situation dramatique, ce drame, cette catastrophe, pour changer notre vision, changer ce que nous voulons. Or, nous voulons du localisme économique, nous voulons pouvoir aider nos entreprises, nous voulons pouvoir soutenir nos filières, nous voulons pouvoir être préservés de la concurrence internationale déloyale, c'est-à-dire imposer... C'est plus d'État, c'est ce que vous nous disiez au début, par exemple sur la gestion du manque en termes sanitaires, et tout ça, c'est plus d'État. Mais non, mais c'est pas plus là, c'est plus d'intelligence, c'est plus de performance, c'est plus d'efficacité, c'est plus d'intérêt national. C'est ça en réalité. C'est d'ailleurs, c'était la vision de De Gaulle. De Gaulle était évidemment pour la libre économie, mais il considérait que le rôle de l'État, c'était de supporter l'intérêt général, la souveraineté, l'indépendance. Quand il aide Air France, Madame Le Pen, c'est exactement ce que fait le gouvernement. 7 milliards de prêts pour Air France, ça correspond exactement à la logique que vous décrivez. On aide nos grands fleurons. Ce que je souhaiterais, si vous voulez, c'est que on soit pas dans la logique too big to fail, trop gros pour tomber. Hein. C'est-à-dire que on aide massivement les gros et qu'on abandonne les petits. Pourquoi ? Parce que ce sont les petits qui créent de l'emploi dans notre pays. Voilà, la plus grande source, le plus grand vivier d'emploi dans notre pays, ce sont les TPE-PME. Or, ces TPE-PME, moi j'avais soumis un certain nombre de dispositifs qui m'apparaissaient plus efficaces que celui choisi par le gouvernement. Bon, il n'a pas été retenu, ça n'est pas grave, mais je pense qu'ils doivent être accompagnés au-delà de la date choisie par Madame Pénicaud. Parce qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas reprendre totalement leur activité. Parce que on leur demande, c'est normal d'ailleurs, un certain nombre de consignes de distanciation qui ne leur permet pas de faire revenir tous leurs salariés, et ceux-là doivent évidemment continuer à être aidés jusqu'au mois d'octobre, et peut-être même pour certaines à la fin de l'année, pour celles qui sont encore empêchées de fonctionner au moment où nous nous parlons. Quoi qu'il en coûte, tant pis si ça augmente encore les déficits publics. Quoi qu'il en coûte, oui, parce que de toute façon, si nous nous retrouvons avec 1 million de chômeurs supplémentaires à la fin de l'année, ça coûtera de toute façon de l'argent à l'État. Donc pour reconstruire, pour mettre en place cette nouvelle vision, encore une fois, ce nouveau modèle économique, nous avons évidemment besoin de nous appuyer sur nos entreprises et sur les Français qui doivent pouvoir conserver leur emploi. Question express. Le grand jury. Question express. À tonalité économique, donc, pour ou contre Marine Le Pen, l'interdiction provisoire des licenciements? Non mais enfin, j'ai jamais été pour cette mesure qui en réalité n'a pas grand sens. Ça c'est une mesure assez simple proposée en général par le Parti communiste, mais qui m'apparaît assez inefficace. En revanche,
vous savez, on a réfléchi, nous, on a travaillé déjà. Hein. Alors, attendez, Regardez, on fait des questions exprès de Marine Le Pen. Non, après attendez, nous dites. juste 2 secondes. Regardez, on a fait un plan. Enfin, nos députés européens, Philippe Olivier et Julie Le Chanteux, par exemple, ont travaillé un plan stratégique pour le transport routier. Un plan stratégique pour le tourisme. C'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre secteur par secteur et travailler ces plans de relance avec les professionnels. Pour le tourisme, le gouvernement vient de le faire. Oui. Donc ils sont dans la bonne voie. En partie. En partie. Je continue sur question express. Pour ou contre Marine Le Pen, un allongement provisoire du temps de travail hebdomadaire. Mais non, mais ça encore une fois, c'est la vieille marotte des ultralibéraux. Les Français travailleraient pas assez. Ce sont des feignants. C'est faux. Ceci est faux. Nous avons, grosso modo, le même temps de travail, si on compte le temps de travail complet et le temps de travail partiel, le même temps de travail par semaine que la moyenne européenne, et plus que l'Allemagne d'ailleurs, en l'occurrence. Donc pas de mesure exceptionnelle de cet ordre-là, par exemple un jour férié en moins. Non, mais c'est ça, les vacances en moins, ils vont être obligés de se faire racheter leur RTT, voilà, donc on les a enfermés pendant 2 mois, et puis maintenant qu'ils sont sortis, on va leur dire qu'ils vont aller aux travaux forcés. Bon, non, moi je suis absolument opposé à ces visions-là, qui sont encore une fois des visions portées par des ultralibéraux qui profitent de la crise pour pousser leur agenda. C'est le cas de M. Woerth, c'est le cas d'un certain nombre d'autres personnes comme l'Institut Montaigne. Pour ou contre Marine Le Pen, le rétablissement de l'impôt sur la fortune? De toute façon, j'étais contre sa suppression. Bon, donc vous êtes pour qu'on le remette. Par conséquent, pourquoi ne pas le rétablir? Bruno Le Maire dit que c'est démagogique, que ça représente très peu et que du coup ça découragerait l'investissement. Oui, enfin, ils nous ont déjà vendu cette histoire-là quand ils l'ont supprimée. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont augmenté les impôts en réalité sur l'immobilier. Or, aujourd'hui, les Français, je pense que beaucoup, précisément, sont attachés à avoir un toit sur la tête et à avoir un patrimoine pour pouvoir le transmettre à leurs enfants. Donc, la contrepartie de ce cadeau qui a été fait de la suppression de l'ISF, ça a été l'augmentation de la pression sur les classes moyennes et les classes supérieures. Je ne pense pas que ce soit la bonne décision. Et enfin, pour ou contre le maintien de la révision constitutionnelle avec la réduction du nombre de parlementaires et une part de proportionnelle pour les législatives pour 2022. Est-ce qu'il faut maintenir cette révision avec ces 2 mesures-là, Marine Le Pen? Est-ce que c'est l'urgence? Je suis désolée, mais la proportionnelle n'a pas besoin de la révision constitutionnelle. Donc vous le souhaitez? Est-ce que vous le souhaitez que ce soit fait? La proportionnelle doit être mise en œuvre. Évidemment, on ne peut pas continuer à fonctionner dans notre pays, sauf à ne plus, encore une fois, être une démocratie au sens où on l'entend, si des millions de Français ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Et si donc les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale ne sont pas représentatives de l'avis des Français sur les différents sujets. On va rester sur les questions politiques. Ce matin, une trentaine de maires de différents partis, PS et les Républicains, réclament dans une tribune que le second tour des municipales ait lieu au mois de juin. À l'inverse, on sait que d'autres élus considèrent que le premier tour ayant eu lieu dans des conditions sanitaires très particulières, il vaudrait mieux tout refaire pour les communes où il n'y a pas eu d'élection dès le premier tour, tout refaire dans ce cas-là à l'automne. Quelle est votre position, juin ou automne? Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Je vais vous dire parce que le gouvernement ne nous donne pas les éléments pour pouvoir prendre une décision. D'abord parce que je pense qu'il faut déjà voir comment le déconfinement se déroule. On est quand même juste quelques jours après le déconfinement. Donc envisager déjà d'organiser des élections sans savoir comment se déroule le déconfinement, c'est extrêmement compliqué. Deuxièmement, moi je n'ai entendu aucun engagement du gouvernement pour nous dire si nous organisons le second tour en juin, alors nous ferons donner à l'entrée de chaque bureau de vote un masque par électeur. Alors, les présidents de bureaux et les assesseurs disposeront d'un masque FFP2 qu'ils pourront changer toutes les 4 heures pour éviter un risque de contamination. Donc, si ces mesures-là sont mises en œuvre et que effectivement le virus circule moins, pourquoi pas? Mais moi, j'aimerais bien que le gouvernement s'avance un tout petit peu plus plutôt que de chercher à échapper à sa responsabilité en la diluant et en organisant un débat avec un vote, qu'il nous dise précisément quelles sont les mesures qu'il entend mettre en œuvre. Mais vous ne vous y opposeriez pas si jamais ce second tour a lieu le 28 juin, par exemple? Ceci, excusez-moi, je veux bien que vous résumiez ma pensée en oubliant tout ce que je viens de dire, mais non, si l'intégralité des conditions que je viens d'évoquer... Non, mais vous ne dites pas, Marine Le Pen, il faut rejouer 2 tours. Voilà ce que je vous dis. Est-ce que certains disent il faut rejouer 2 tours? S'il faut rejouer 2 tours, alors il faut rejouer toutes les élections. Eh bien, parce que tout à fait évidemment, pardonnez-moi, moi j'ai réclamé avant le premier tour à ce qu'il y ait par exemple une grande campagne
d'information pour les procurations, parce que beaucoup de gens avaient peur d'aller voter et on ne leur a pas dit ou rappelé qu'ils pouvaient voter par procuration. Bon, c'est bien dommage parce que je pense que de fait, il y a eu une conséquence de cette abstention massive en partie sur le fonctionnement normal d'une élection municipale. Et au-delà de ce rendez-vous électoral, est-ce que vous souhaitez que le gouvernement prenne une initiative forte, dissolution de l'Assemblée nationale, un référendum? Est-ce que selon vous, on doit avoir une séquence politique complètement nouvelle? C'est-à-dire, le gouvernement est quand même dans une situation un peu compliquée. Il est en train de nous expliquer que tout ce qu'il a fait depuis 3 ans était mauvais, qu'il s'est trompé, et qu'il compte faire exactement l'inverse. Bon, alors encore une fois, je ne sais pas ce qu'on disait, les promesses n'engagent que ceux à qui elles sont faites, mais donc ça veut dire qu'il a été élu sur un projet qu'il n'entend pas poursuivre. C'est vrai que tout ça plaiderait normalement, dans une démocratie parfaite, pour une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais Emmanuel Macron, je pense, ne le fera pas. Mais vous le souhaitez? Si vous pensez, vous dites maintenant c'est le moment peut-être de remettre. Je pense que la succession de crises vécues, la perte de la majorité avec la création d'un nouveau groupe, la perte de la majorité pour le gouvernement, et encore une fois ces annonces de changement de cap, tout cela plaiderait normalement pour qu'on revienne devant les électeurs. C'est l'heure de questions nettes. Le grand jury. Question nette. Bonjour Marie-Pierre Haddad. Bonjour à tous, bonjour Marine Le Pen. Alors cette semaine, la loi contre le harcèlement sur Internet a été votée à l'Assemblée. Donc le Rassemblement national et vous y êtes clairement opposés. Mais les grandes plateformes, les réseaux sociaux, eux seront obligés maintenant de retirer les contenus haineux sous 24 heures. Donc vous souhaiteriez en gros que ces contenus haineux restent en ligne sur Internet ? C'est un des pires reculs concernant la liberté d'expression depuis 200 ans. On privatise la censure, c'est-à-dire qu'on va demander aux plateformes de déterminer ce qu'est ou non un contenu haineux. Et on va pousser des minorités à s'organiser pour pouvoir signaler des contenus qui politiquement leur déplaisent, qui ne sont pas du tout haineux, qui font partie du débat politique, mais qui leur déplaisent. Ils vont saisir les plateformes, et comme les plateformes seront condamnées si elles ne retirent pas le contenu en 24 heures, eh bien elles vont anticiper la censure, c'est-à-dire qu'elles enlèveront l'intégralité de ce qui est signalé ou de ce qui peut, dans leur esprit, poser un problème, plutôt que de prendre le risque d'être sanctionné financièrement. C'est terrifiant, je veux dire, c'est terrifiant. Parce que la liberté d'expression, mademoiselle, c'est la liberté précisément de tenir des propos qui choquent, de tenir des propos qui heurtent toute ou une partie de la population, et même de tenir des propos qui peuvent faire peur à toute ou partie de la population. Et c'est pas moi qui le dis, ça n'est pas Marine Le Pen, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui définit ainsi la liberté d'expression. Donc je crois que c'est véritablement un recul terrible, et qu'une fois de plus, ça démontre qu'Emmanuel Macron et sa majorité ont un vrai problème avec les libertés. On a eu le même débat, Marine Le Pen, sur la loi Guesso, interdisant bien évidemment la divulgation de propos antisémites, négationnistes. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ça veut dire, c'est dans la même ordre du jeu, qu'il y a une censure? Non mais monsieur, ça n'a strictement rien à voir. Je crois que vous n'avez pas mesuré l'ADN de la loi Avia. Il s'agit d'exclure le juge. C'est ça le problème aussi de la loi Avia. C'est qu'aujourd'hui, le seul qui est capable de vous dire « vous avez dépassé les limites de la liberté d'expression en vertu de la loi », c'est le juge judiciaire. Or là, le juge judiciaire disparaît. C'est-à-dire que ça n'est pas le juge qui décide que la plateforme doit retirer votre propos, c'est la plateforme elle-même qui, par anticipation d'un jugement, dit « il faut je retire votre propos ». Je vous donne un exemple. Je l'ai donné d'ailleurs à l'Assemblée pendant le débat. Quelques secondes. J'ai été poursuivi pour avoir condamné les prières de rue. J'ai été poursuivi pour provocation à la haine et à la discrimination raciale. 5 ans plus tard, justice fonctionne comme très lentement, j'ai été relaxé. Est-ce que vous croyez que ce propos n'aurait pas été censuré à la demande d'un certain nombre d'organisations islamistes qui auraient massivement, par exemple, signalé ce propos, signalé ce tweet? Est-ce que vous croyez que j'aurais pu m'exprimer ainsi et diffuser ma pensée si la loi Avia avait été votée à l'époque? La réponse est non. Eh bien, je dis que c'est terrible pour le débat d'idées dans notre pays. Dernière question très rapidement sur un tweet, justement. Oui, justement, la déléguée du Rassemblement national du département de la Manche a fait un tweet polémique. La direction de votre parti lui a demandé de supprimer. Est-ce que maintenant, vous demandez qu'elle doit être exclue de votre parti? Écoutez, je suis même pas au courant de cette affaire. Alors, c'est pas si vous voulez, excusez-moi, mais comme je suis présidente de mon mouvement, il y a en dessous de moi
dans le cadre d'un mouvement bien géré, des gens qui s'occupent de ce genre de choses. Le tweet a été supprimé et donc il y a des instances. C'est une affaire qui doit se non, mais madame, il y a des instances dans notre mouvement. Ce sont des instances disciplinaires. Il y a des procédures. Il y a des statuts. Et nous respectons notre propre constitution d'organisation de notre mouvement. Merci Marine Le Pen. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine. À la semaine prochaine.